en territoire, cette semaine nous sommes dans l'Hérault, à Montferrier-sur-Lèze. Et comme son nom l'indique, c'est donc à côté du Lèze. Nous aurons l'occasion d'aller près de l'aqueduc pour découvrir cette rivière. Nous parlerons évidemment du village qui est là-haut perché sur un piton rocheux volcanique. Et oui, il y a des volcans ici dans l'Hérault. On en parlera dans l'émission. Vous retrouverez évidemment toutes vos rubriques qui vont jalonner l'émission. La rubrique métier d'art, la recette du jour. On va se régaler de nouveau avec les recettes signées Frédéric Siller. Et nous partirons en balade dans un coin du sud, évidemment. Allez, territoire, c'est ici et c'est parti. Bonjour Monsieur Michel Fraisse. Bonjour Madame. Monsieur le maire de Montferrier-sur-Lèze. Enchanté Très de vous heureux de rencontrer. vous accueillir. Merci bien. Derrière nous, un magnifique Voilà. paysage en hauteur. Hein. Surtout en hauteur, oui, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais Montferrier a été érigé sur un ancien volcan, qui, rassurez-vous, est bien éteint, n'est-ce Bon, pas? ça va. Mais si l'on remonte au Moyen-Âge, il y avait déjà des habitations à Montferrier, et notamment sur les collines voisines. Les habitants sont revenus sur l'ancien volcan un peu plus tard, mais dès le Moyen-Âge, il y avait des habitants sur le quartier qu'on appelle la Devèze et la Gleisasse sur Baillarguet, puisque là-haut, on a retrouvé des vestiges d'une ancienne église. C'est pour ça qu'on appelle la Gleisasse, puisque la Gleisasse, ça veut dire église en languedocien, n'est-ce pas? Et on a retrouvé pas mal de tombes également, ce qui voulait dire qu'il y avait pas mal de vie dans ces quartiers. D'accord. Et alors des restes du volcan, on peut en trouver peut-être des pierres du village, d'ailleurs des maisons faites en tout avec autour ces du pierres. cratère qui se trouve juste au-dessus de nous, il y a de la lave, de la pierre noire. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de passer dans la rue à côté de l'église, un mur de l'église est construit directement sur ces pierres volcaniques. Ces pierres volcaniques. Alors, on parlait de Montferrier-sur-Lèze, on va en parler durant toute cette émission. Vous êtes situé à quelques kilomètres de Montpellier. C'est une commune de à environ 3000 habitants. Nous sommes à peu près 3000, pas tout à fait 3500 habitants. Et c'est vrai que lorsqu'on remarque ce cadre de verdure, on ne se croirait pas à 5 minutes du centre de Montpellier, n'est-ce pas? Et c'est un des privilèges de notre village que d'habiter à la campagne et en même temps à la ville. Alors on est entouré de garrigues, hein. Il y a bien sûr le Lèze, hein, comme Montferrier s'appelle Montferrier-sur-Lèze. Ouais. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce nom de village, justement? À quand remonte-t-il l'existence de ce Montferrier? Alors Montferrier, l'hypothèse la plus plausible, ça voudrait dire Montferreux. Ça veut dire que peut-être dans la colline, à un certain moment, on y exploitait quelques petites mines de fer ou trucs comme ça. Donc Montferreux s'est transformé petit à petit par Montferrier. Une économie qui était florissante à l'époque, c'était la tannerie du village. On voit d'ailleurs le bâtiment juste en dessous. Montferrier a été très longtemps, comme beaucoup de villages languedociens, un village essentiellement agricole et viticole principalement. Mais il y avait deux usines sur Montferrier, la tannerie, donc qui a occupé jusqu'à une vingtaine d'employés, et qui s'occupait donc du tannage des peaux. Les peaux arrivaient notamment de l'Aveyron, étaient descendues ici pour être tannées et transformées en cuir. L'exploitation, elle s'est terminée en quelle année? Alors la tannerie, il y a une 25-30 ans que ça ne fonctionne plus. Et pour nous, c'est un site quand même qui est un peu dommageable parce que, étant donné qu'il est situé en zone inondable, on ne peut pas le transformer, pas le rénover, et c'est dommage. Moi, j'appelle ça une petite verrue à l'entrée de Montferrier.
Nous quittons un instant Montferrier-sur-Lez pour partir pour notre rubrique balade. C'est quelque part derrière ces montagnes, dans la grotte de Clamouze, que nous vous emmenons en balade. Nous partons découvrir ce site magnifique avec l'aide de spéléologues avertis. C'est une expédition très matinale à laquelle nous vous convions. Sandro, Adrien et Yann font partie de la famille des explorateurs. Ces 3 copains spécialistes en spéléologie et en alpinisme se préparent à partir à la découverte des trésors cachés de la grotte de Clamouze, réputée dans le monde pour ses richesses variées en concrétionnement. Si parcourir en cherchant à découvrir reste dans la nature de l'explorateur, nos aventuriers n'en oublient pas moins d'en mesurer tous les risques. Je suis pas casse-cou à la base, hein. J'aime bien l'exploration parce que je pense qu'au fond de tout être humain, on a envie de rêver, d'explorer du monde inconnu. En spéléo, on peut dire qu'à l'heure actuelle, sur le réseau planétaire, on connaît à peine 1% du réseau des cavités. Donc au final, on ne prend pas des risques. On y va toujours à 2, 3 ou 4. Et puis, comme on prend notre temps, puisqu'il y a tout un travail d'observation, de prise de photos, voire de cartographie, par le fait, du coup, non, il n'y a pas de prise de risque énorme. Sauf si effectivement on fait de la spéléologie sportive, mais à ce moment-là, c'est comme l'alpinisme, on a toujours un risque. Sandro Casagrande, spéléologue depuis 2 ans et guide à la grotte de Clamouze, sera notre accompagnateur tout le long d'un parcours de 4 km où ne règne que l'obscurité. Près de 1000 mètres séparent l'entrée principale de la grotte à celle de la galerie réservée à l'exploration. Durant ce parcours, il est encore temps pour le profane de changer d'avis. En effet, la spéléologie requiert des qualités essentielles comme celle de maîtriser sa peur. Il faut être un petit peu sportif quand même, un petit peu, il faut pas avoir de vertige, pas de claustrophobie, c'est une évidence. Mais on oublie très vite ce côté peur parce que le paysage est un éternel émerveillement. Et ce, dans le réseau, dans d'autres réseaux, même s'il est petit, compressionné, très chaotique, il reste toujours très surprenant. Et c'est ça qui est, je dirais, qui permet d'oublier même tous les concepts de peur ou de crainte, où on est face à un émerveillement total. On va passer dessus les barrières, longer la corde, jusque là, et repartir ici, jusqu'au mannequin. L'objectif, c'est de toujours emprunter le même chemin pour pas abîmer et pour pas polluer la grotte, exactement. Voilà, c'est bon? Les lumières sont allumées? Bah c'est parti alors. Remets tes gants, Yann, à cause de l'aragonite. Depuis sa découverte il y a 50 ans, la grotte de Clamouze a conservé une intégrité et une fraîcheur extraordinaires. C'est pourquoi, pour protéger l'extrême fragilité de ces cristallisations, l'accès au réseau naturel reste interdit aux visiteurs. Ici, à Clamouze, on est quand même un site classé par le ministère de l'Environnement depuis 2005. Donc par ce fait, le réseau spéléo n'est pas visitable à tout le monde. Dans un premier lieu, c'est de le maintenir le plus propre et le plus à l'abri de notre trace humaine. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir l'observer et l'étudier, justement, sans ces pollutions qu'on peut amener, nous, par l'extérieur. Une pollution qui pourrait avoir de lourdes conséquences irréversibles sur l'environnement, comme la mutilation de concrétions mettant des millions d'années à se former. C'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup de spéléologues se retrouvent partagés entre publier leurs découvertes et celui de préserver ces lieux de tout acte malveillant. Pourtant, il semblerait que l'étude des mondes souterrains demeure indispensable à la compréhension en surface d'un problème d'actualité. Ce style de galerie, pour l'instant, il y a des travaux en cours avec certaines équipes du CNRS justement sur l'étude et l'évolution des climats. Alors là, c'est un sujet certes d'actualité, donc je ne me prononcerai pas sur l'avenir climatique, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des changements de climat, plus ou moins longs, des périodes tropicales, glaciaires, et qu'ils sont en phase d'essayer de comprendre tous ces mouvements climatiques. Ils sont seulement en phase d'essayer de comprendre, hein, soyons un peu humbles. C'est ce que nous apprend le monde souterrain, l'humilité. Les 2 premiers spéléologues ouvrent la marche, quelques mètres à peine le début de l'excursion. Un univers aux 1000 merveilles s'offre à eux. De quoi en prendre plein les yeux.
Ce qu'on découvre au cours de ce périple, c'est qu'en fait, on va voir toutes les concrétions. On a vu toutes les concrétions et on continuera de les voir, mais avec nos yeux à portée de main presque. Bien sûr, on ne doit pas y toucher parce que très fragile, alors que les visiteurs, quand ils visitent le réseau classique, ouvert au public, eh bien, ils peuvent se contenter, peut-être un côté frustrant d'ailleurs, de les regarder au minimum à 1 mètre, voire 2 mètres. Et là, on les a à portée de main. Devant ce spectacle qui se découvre timidement à la seule lumière des lampes de nos casques, Sandro, malgré son expérience, se laisse à chaque fois inonder par un sentiment. Une grande humilité par rapport à notre planète déjà dans un premier temps, et aussi un certain apaisement, un plaisir de se retrouver face à soi-même et face à la nature et à tout ce qu'elle peut nous offrir et tout ce qu'elle a accumulé au cours des milliers, voire des millions d'années pour certains endroits. Une perception partagée par les membres de l'équipe. Je suis complètement émerveillé, je suis comme un enfant, là, je vois tous ces cristaux qui brillent, toutes ces roches de différentes couleurs, c'est étonnant. Amusant aussi, parce qu'il y en a des différentes formes. Certaines sont vraiment cristallines et agréables à regarder. Je pourrais y passer des journées ou des soirées à les contempler. À chaque pas, la grotte dévoile ses chefs-d'œuvre artistiques inspirés par la puissance du passé, comme ce trottoir de calcite, ou plus loin, ces bouquets de cristallisation d'aragonite. Ce type de concrétion juste là, enfin, qui n'est même plus une seule concrétion, qui est un ensemble de concrétions, de coulées. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça très classiquement un buffet d'orgue, mais comme on est toujours sur l'aspect, très actif, on le voit, l'eau ruisselle en permanence, du coup il y a une évolution continuelle. Et puis ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est d'avoir toute cette variété de couleurs, qui n'est là en partie quand c'est blanc, c'est très proche du calcaire, mais c'est aussi beaucoup la matière organique et l'argile qui va donner cette grande variété de couleurs. Du coup, on se demande comment ça a pu arriver. On a l'impression de voir une conduite forcée d'eau, et même quand on encadre différents spéléologues ou différents chercheurs, il y a une interrogation. Mais il y a une interrogation éternelle par rapport à la géologie, de toute façon. Il y a toujours des personnes qui ont des théories, mais puis on n'est pas obligé de tout expliquer non plus. On peut se contenter d'apprécier un peu le paysage. Cette accumulation prestigieuse de richesses géologiques octroie à Clamouse sa réputée mondiale qui excite l'imaginaire. On a beaucoup de visiteurs qui nous disent qu'effectivement le monde souterrain prête à imaginer plein de choses. Jules Verne l'avait très bien fait, sans doute qu'il n'avait même jamais visité de grotte, mais il l'avait très bien imagé. C'est ça, c'est une ouverture à tout l'imaginaire, aussi bien scientifique que pour les enfants, puisque à l'heure actuelle, au niveau planétaire, on peut se permettre de dire qu'on connaît à peine 1% du réseau souterrain. Et ça, tous les spéléologues au Grand Congrès l'admettent. Donc au final, on connaît peu de choses de notre planète et on a encore beaucoup à apprendre d'elle. Six heures se sont écoulées depuis le départ de l'expédition. Au 2e kilomètre, un obstacle freine l'ascension de l'équipé, l'obligeant à rebrousser chemin. Pour Sandro, aller plus loin, oui, mais hors de question de tenter le diable sans un surplus de matériel nécessaire. Les accidents, comme on les connaît, sont très minimes, très rares. Et là, effectivement, ça peut arriver, mais j'ai jamais eu cette sensation de rester coincé parce que je ne vais pas dans le surpassement, je vais juste dans l'exploration. Et si je ne peux pas aller plus loin, c'est justement les contraintes que nous dit la grotte. Et bien, si tu ne peux pas aller plus loin, ne va pas plus loin. En 2005, la grotte de Clamouse a été classée centre scientifique et pittoresque par le ministère de l'écologie. Depuis 2012, un jumelage avec la grotte de Furong en Chine fut signé. L'objectif, la création d'un label mondial afin de protéger efficacement ce patrimoine naturel. Quant à nos 3 spéléologues, ils se sont promis durant leur remontée à la lumière de retenter l'aventure.
Mais pour arriver jusqu'au bout, il leur faudra peut-être pactiser avec les ténèbres. Alors nous voici sur les terrasses du château, monsieur le maire. Alors de quelle époque date ce château justement de Montferrier? Voilà, nous sommes exactement sur la première terrasse du château de Montferrier qui date du XVIe, XVIIe siècle. Comme je vous disais, il y a toujours eu un point, une place forte. Vu, comme vous voyez, la vue qu'on a sur la vallée du Lez, c'était facile de repérer les ennemis éventuels. Donc ça a toujours été une place intéressante. Et ce château a été reconstruit par le marquis Duvidal de Montferrier, qui a régné sur notre village au XVIe, XVIIe siècle. Et ce marquis avait une grande notoriété, puisqu'il faisait partie des consuls du Languedoc, et en même temps il avait une opposition assez forte, puisque, je le dis souvent, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on paye des impôts, il était collecteur d'impôts sur le diocèse de Maguelone, puisque Montferrier dépendait de Maguelone. Et ce marquis, qui était bien vu de sa population, avait l'occasion donc de monter à Versailles, porter ses recettes, et c'est comme cela qu'il s'était inspiré des faces de Versailles pour le rapporter à son juste niveau, bien sûr, sur le château de Montferrier. D'ailleurs, on a appelé longtemps le château de Montferrier le petit Versailles du Languedoc-Roussillon. Avec ses jardins à la française, là-haut. Voilà. C'est l'étage supérieur. D'autant plus que ces jardins démarraient de l'étage supérieur, passaient par là où nous sommes, mais descendaient de terrasse en terrasse jusque de l'autre côté de la rivière, puisqu'il y a encore une propriété de l'autre côté là, qui s'appelle le parc, et qui n'était autre que le parc du château de Montferrier. Et le petit Versailles, comme vous l'avez donc cité, il y a une rue d'ailleurs dans le village, j'ai vu qui s'appelait rue de Versailles, elle est restée comme ça. On est modeste, on appelle ça le chemin de Versailles. Le chemin, ce n'est pas une rue. Donc une petite anecdote justement au sujet de ce château et des festivités qui s'y donnaient à l'époque. Voilà, une anecdote au sujet donc, du marquis de Montferrier et des festivités qui se passaient sur ces belles terrasses. Il y avait donc, pour organiser toutes ces fêtes, pas mal de personnel au service du marquis, et notamment un petit garçon d'une dizaine d'années qu'on appelait le marmiton. On l'appelait le marmiton parce qu'il travaillait aux cuisines, donc au milieu des marmites, n'est-ce pas? Et ce petit marmiton, le marquis s'est aperçu rapidement qu'il était très doué pour la peinture et le dessin. Et ce marquis, qui était un brave homme, comme je le dis souvent, l'a fait inscrire dans des écoles de dessin de Montpellier. Par la suite, comme il avait l'occasion de monter, comme on dit chez nous, à Versailles, porter ses subsides, il a pris ce petit garçon, qui devait avoir 14-15 ans, pour le faire inscrire dans des écoles de peinture parisiennes. Et bien sûr, son talent a grandi. Il s'est marié lui-même avec une comtesse italienne qui était versée dans le domaine des arts. Ils sont allés vivre en Italie. Et quand la comtesse est décédée, il est revenu à ses anciens amours à Montpellier, les bras chargés de tableaux qu'ils avaient eux-mêmes peints et qu'ils avaient collectionnés. Et il en a fait don à la ville de Montpellier, qui a créé le musée Fabre, puisque notre petit marmiton n'était autre que François-Xavier Fabre, le célèbre peintre qui a donné son nom au musée de Montpellier. Bien belle Alors, histoire, je crois que c'est Alors, on se la garde un petit peu à Montferrier, parce qu'au musée Fabre, ils sont un peu jaloux et ils ne la racontent pas. Ils ne la racontent pas.